Bonjour, moi je m'appelle Jean-Claude Pentier. Je vais faire, pour me présenter, juste un rapide tour de ce que j'ai fait. Bon, c'est un peu compliqué. J'ai eu une formation d'électrotechnique dans laquelle je ne me sentais pas très très bien. Et je suis parti en autostop en Iran et en Turquie pendant 2 mois. Et en rentrant, j'ai décidé que je devais être musicien. Bon, je jouais déjà de la guitare, j'ai joué avec d'autres gens, je me suis rapidement rendu compte que je n'étais pas très bon. Et je suis rentré au conservatoire où j'ai passé un prix de contrebasse et un prix d'analyse, et puis je fais de l'harmonie aussi. Euh, dans le même temps, j'ai fait la formation de Edgar Willems, qui est un pédagogue d'origine belge qui a travaillé en Suisse, à Genève, et qui n'a pas été reconnu pendant son existence, enfin, juste à la fin de son existence, puisqu'il a été reconnu par l'étranger avec les bouquins qu'il écrivait. J'en parle parce que j'ai fait rencontrer Jacques Chapuis, avec qui j'ai été formé, et qui a été. J'ai fait rencontrer Alfred Tomatis et Jacques Chapuis. Bon, un jour, on m'a offert ce bouquin, L'oreille et la vie. J'ai lu le bouquin et j'ai dit en fermant le bouquin, je fais ça. Et 15 jours après, j'étais chez Tomatis pour faire un bilan auditif qui se présentait à l'époque par un test auditif et par un test de latéralité. Et ensuite, j'ai fait la thérapie Tomatis, j'ai rencontré Tomatis et j'ai créé un centre de rééducation auditive avec la méthode Tomatis. Donc, j'ai bien connu Alfred Tomatis, puisqu'en plus, je racontais tout à l'heure que j'ai travaillé mon vibrato sous oreille électronique, réglé par Tomatis. Bon. Tomatis, comment il en est venu à découvrir ce qu'il a découvert? Il y a déjà ce qu'on appelle l'effet Tomatis, c'est la voix ne contient que ce que l'oreille entend. C'est une vérité scientifique. Il travaillait pour les arsenaux de l'aéronautique et donc il était confronté à des gens qui vivaient dans le bruit. Donc il a réussi à leur faire quelques tests auditifs. Et en même temps, son père était chanteur d'opéra. Et donc, il est arrivé aux chanteurs d'opéra de coincer sur scène, c'est-à-dire de chanter faux. Et ils ont pensé qu'en venant voir le fils Tomatis, bon, il pourrait être soigné plus facilement. Ce que faisait à l'époque, ce qu'on faisait, c'est qu'on donnait des médicaments à base de strychnine et éventuellement d'hormones mâles. Donc Tomatis a appliqué la méthode pour le premier chanteur, et le chanteur, au bout de 15 jours, il a coincé sur scène. Donc il a augmenté les doses, ça a marché un moment, et puis il s'est rapidement rendu compte que ça ne fonctionnait pas. Et un jour, il a fait un test auditif à un chanteur, et il s'est rendu compte qu'il y avait une perte auditive à 4000 Hz, je vous montrerai tout à l'heure les tests. Et ensuite, il a multiplié les rencontres, et il s'est rendu compte qu'il y avait un traumatisme sonore. Pourquoi? Parce que les chanteurs, ils développent devant eux des puissances très importantes de 120 à 130 décibels, ce qui correspond à un réacteur d'avion, bien sûr, toute proportion gardée en fonction de la puissance. Donc finalement, à l'intérieur d'eux, ils sont peut-être rendus à 150 décibels, et donc ils détruisent leur oreille par le chant. Voilà. Donc moi, je vais vous passer d'abord un petit film qui va vous expliquer comment fonctionne l'oreille, suivant la théorie de Békési, qui est la théorie qui est reconnue par tous les otorhinolaryngologistes. Et je vous expliquerai après quelles sont les vues de Tomatis par rapport à ce fonctionnement. Le sens de l'ouïe résulte d'un processus appelé transduction auditive. L'oreille convertit les ondes sonores présentes dans l'air en impulsions électriques que le cerveau peut interpréter. Quand le son pénètre dans l'oreille, il passe par le conduit auditif, qui se termine par une membrane appelée tympan. Le tympan entre en vibration sous l'effet des ondes sonores. Les sons graves produisent une vibration à basse fréquence
et des sons de faible volume produisent des vibrations de faible amplitude. Les sons aigus produisent des vibrations plus rapides. Le tympan a une forme de cône et est connecté à une chaîne de 3 osselets. Ces osselets sont appelés respectivement le marteau, l'enclume et l'étrier. Les mouvements du tympan sont transmis aux osselets en préservant l'information sur l'amplitude et la fréquence. Les 3 osselets pivotent collectivement autour de l'axe indiqué en rouge. Cette rotation d'ensemble s'explique par une série de ligaments qui maintiennent les os en place dans l'oreille moyenne. Le ligament antérieur du marteau et le ligament postérieur de l'enclume sont d'une importance particulière pour le maintien de l'axe de rotation. 2 éléments importants n'apparaissent pas sur la figure, car ils obscurciraient la vue. Il s'agit du nerf de la corde du tympan et du tendon du muscle tenseur du tympan. Les vibrations du tympan sont transmises le long de la chaîne des osselets jusqu'à la base de l'étrier. L'étrier bouge comme un piston et induit des vibrations à l'intérieur du labyrinthe osseux. Le labyrinthe est rempli d'un fluide appelé périlymphe. Si le labyrinthe était parfaitement clos et rigide, le mouvement de l'étrier serait impossible, car la périlymphe est pratiquement incompressible. Mais la fenêtre ronde et la membrane qui la recouvre sont flexibles, ce qui permet le mouvement de l'étrier et l'émission de vibrations dans le labyrinthe. Le conduit menant de la fenêtre ovale à la fenêtre ronde se trouve dans la partie spirale du labyrinthe osseux, appelée la cochlée. Les vibrations produites par l'étrier montent jusqu'au sommet de la cochlée, puis redescendent jusqu'à la fenêtre ronde. La portion ascendante de la cochlée est appelée la rampe vestibulaire. La portion descendante est appelée la rampe tympanique. Une troisième structure, appelée le canal cochléaire, est située entre les rampes vestibulaires et tympaniques. Le canal cochléaire est rempli d'un liquide appelé endolymphe. Vu en coupe, les membranes séparant les cavités remplies d'endolymphe et de périlymphe sont clairement visibles. Il s'agit de la membrane de Reissner et de la membrane basilaire. Ces membranes sont flexibles et vibrent en réponse aux ondes se propageant le long de la rampe vestibulaire. Le mouvement de la membrane basilaire émet des ondes qui descendent le long de la rampe tympanique. Une structure spécialisée appelée organe de Corti est située sur la membrane basilaire. Lorsque la membrane basilaire vibre, l'organe de Corti est stimulé, ce qui envoie des impulsions nerveuses au cerveau via le nerf auditif. Les impulsions nerveuses sont générées par des cellules spécialisées de l'organe de Corti appelées cellules ciliées. Les cellules ciliées sont recouvertes et viennent en contact avec la membrane pectorale. Quand la membrane basilaire vibre, les cils se plient contre la membrane pectorale, ce qui déclenche l'émission de neurotransmetteurs. Les différents points de la membrane basilaire ne vibrent pas simultanément. Au contraire, ce sont des zones bien spécifiques qui vibrent en réponse à un son de fréquence donnée. Les sons graves font vibrer la membrane basilaire à proximité de l'apex de la cochlée, alors que les sons aigus produisent des vibrations proches de sa base. Cette propriété est appelée tonotopie. Globalement,
Cette séquence d'événements est responsable de notre perception acoustique du monde qui nous entoure. Vous venez de voir la théorie de Békési. Ce qui n'est pas dit dans ce documentaire, dans ce petit film qui est intéressant, c'est que vous avez, si on prend l'oreille moyenne, vous avez, je ne sais pas si vous vous souvenez, le marteau, l'enclume et l'étrier. Il y a un problème qui est soulevé aussi par Émile Lepp, qui est un acousticien, c'est que la liaison entre l'enclume et l'étrier est ligamentaire. Et donc, le son, d'après ces théories, passerait par le tympan, les deux premiers osselets, et ensuite dans l'air, et ensuite dans l'os, avant de se retrouver dans les liquides. Pour Tomatis, il pense ceci, c'est que l'oreille moyenne n'est qu'un moyen d'adapter, de réguler les liquides dans la cochlée et dans la vésicule labyrinthique. Et que le son, en fait, passe par le sulcus tympani. Vous avez vu tout à l'heure, le tympan est entouré d'une petite surface, et que le son passe par le sulcus tympani, met en vibration les os, qui mettent en vibration les liquides dans la cochlée. Et le système de l'oreille moyenne est là pour adapter les sons et les réguler. Ça a son importance par rapport à la rééducation auditive Tomatis. Parce qu'il y a deux muscles, le muscle de l'étrier et le muscle du marteau, que l'on va muscler, en fait. Et je vous ai expliqué comment après. Donc, en fait, la méthode Tomatis s'appuie sur deux choses, le test auditif et l'oreille électronique. Et ensuite, la filtration des sons. Je vais vous montrer déjà un test auditif idéal. Voilà. Donc, si vous regardez ici, comment se passe le test auditif? Je vais vous faire écouter après les sons qu'on fait entendre. Vous avez, d'abord, quand on regarde un test auditif comme ça, là, ici, c'est l'oreille droite et ici, l'oreille gauche. Parce qu'on regarde le patient, donc, comme ci. Alors, en pointillé, vous voyez ici la courbe osseuse. On met sur la mastoïde, derrière l'oreille, un vibreur, et on teste l'écoute osseuse. Au-dessus, vous avez l'écoute aérienne. À l'époque, le matériel permettait de partir de 250 à 4000 pour l'écoute osseuse et de 125 à 8000 pour l'écoute aérienne. En fait, l'audiomètre utilisé était spécialement réglé pour le test auditif Tomatis. Et vous avez ici la courbe idéale d'après Tomatis doit faire une augmentation de 8 dB par octave. Après, je vais vous montrer... ah oui, je vais vous montrer ceci. Je vais revenir sur ce que je viens de dire tout à l'heure. Voilà les osselets, voilà le muscle du marteau, et voilà le muscle de l'étrier. Il faut retenir ça parce que celui-là, je crois que c'est le plus petit muscle du corps. Et on va faire une rééducation de ces deux muscles-là par la méthode Tomatis. Je vais essayer de vous retrouver. Ah non, c'est peut-être sur l'autre. Non, c'est pas là. Bon, je vais continuer.
Donc Tomatis fait les premiers tests, il voit, je vais vous reprendre peut-être mon test idéal. Donc qu'est-ce qu'il découvre? Il découvre qu'à 4000 Hz, il y a un creux sur les deux oreilles. On appelle ça un scotum auditif. Ce qui se passe, c'est que petit à petit aussi, les fréquences aiguës se cassent la figure. Alors le traumatisme à 4000 Hz, il est vrai pour un traumatisme crânien. Il est vrai aussi pour l'absorption de kanamycine, streptomycine, qui sont des antibiotiques qui ont été donnés pour soigner la tuberculose. Il est vrai pour la guitare électrique, il est vrai pour le marteau-piqueur, et il est vrai pour le chant d'opéra. Alors, qu'est-ce que le son? Le son, je vais aller au piano tout à l'heure. Je vais vous faire écouter tout de suite les sons qui sont utilisés pour faire un test auditif, qui sont des sons purs. Ce sont des sons qui n'existent pas dans la nature. Un son est fait de plein d'harmoniques. Je vais vous montrer sur le piano. Si on prend ce son-là, il est composé de plein d'autres sons. Je vais enfoncer ici la touche sans la jouer. Je libère donc la corde qui va pouvoir vibrer en résonance avec les autres sons. Vous entendez l'octave de ce son. Là, vous entendez la quinte, c'est-à-dire 5 notes au-dessus. Un double octave. La tierce, 3 notes au-dessus. La quinte encore. La septième mineure. L'octave. Ici, c'est la neuvième. Ici, c'est la quarte augmentée. Voilà. À la même époque il y a eu toutes ces époques dans les années 80, beaucoup de recherches sur le son. Il y avait Marie-Louise Aucher qui a créé le chant prénatal à Pithiviers et qui chantait derrière les gens et qui trouvait, elle, des choses, notamment sur les déviations dorsales et autres, mais par le chant. Et les fréquences utilisées n'étaient pas du tout les mêmes, n'étaient pas en rapport avec Tomatis. Mais c'est normal puisque ce n'étaient pas des sons purs. Alors voilà ce que c'est un son pur maintenant. Vous avez entendu 250 Hz. Voilà. Ça, c'est le matériel avec lequel on fait le test automatisme. Alors, je vais vous montrer maintenant des cas. Ça, voilà le seuil de la douleur, vous voyez. Alors, on a... vous
vous voyez que l'oreille, dans les graves, supporte la puissance plus facilement dans les graves que dans les aigus. Vous voyez que quand vous regardez la fréquence 8192 Hz, vous voyez que, la fréquence supportée par l'oreille est plus basse que pour 512 Hz, par exemple. Donc, ce qui montre qu'il y a une plus grande fragilité dans les aigus. Alors, comment on répartit la lecture du test Tamiatis? Je vais vous montrer en même temps en parallèle ceci. Vous voyez que de 0 à 1000 Hz, on est dans la partie physique viscérale, le langage entre 1000 et 3000 et la spiritualité, l'émotivité au-dessus, jusqu'à 8000. Le test s'arrêtant à 8000. Si vous regardez en même temps ce que pensait Edgar Williams du son, vous voyez la répartition vie rythmique, vie mélodique, vie harmonique. Donc ça c'est la partie art, je dirais. Le corps humain, vie physiologique, vie affective, vie mentale et esprit. Et donc, on s'aperçoit, si vous voulez, que les plantes, maintenant, qui étaient à une époque dans la vie rythmique, sont passées dans la vie mélodique. Ça, c'est grâce à Jean. Mais il y a une chose que peut faire l'être humain, c'est chanter à plusieurs voix. Et vous pouvez, les oiseaux ne le font pas. Et donc l'harmonie, c'est la possibilité de passer d'un accord à l'autre. Et tout ça, ça a été développé par l'être humain. Et tout ça, ça fait partie quand on va analyser le test auditif, de la partie au-dessus de 3000, 4000. Voilà. Ici, je vous présente un cas que j'ai eu. C'est le premier cas que j'ai eu. Il s'agit d'une adolescente de 14 ans qui a eu des otites. Et vous voyez sur l'oreille droite la perte auditive dans l'aigu qui est de 50%. Ce que vous pouvez voir aussi, sur cette partie-là, vous avez la courbe osseuse qui est là. Et en dessous, vous avez la courbe aérienne. Si vous regardez après l'oreille gauche, vous avez une oreille qui est pas parfaite, mais dont la quantité d'énergie, je dirais, est bonne. Il y a beaucoup de croisements. Alors, comment on interprète un test auditif? Eh bien, la partie osseuse va représenter le moi intérieur, le vécu intérieur. La partie aérienne va représenter la manière dont la personne se présente aux autres et en interaction avec les autres. Alors, ce que je peux voir, moi, sur ces tests auditifs, c'est qu'il y a d'abord ce qu'on appelle la sélectivité. Vous voyez qu'il y a une partie qui est assurée. Cette partie assurée, on la fait, on la détermine avec le fait que la personne est capable ou non de savoir si les sons descendent ou pas. On le fait de manière toujours systématique. On part de 8000 et on descend. On ne fait pas on remonte pas pour savoir. Vous voyez, c'est pour avoir un test toujours le même. Donc, le potentiel de cette jeune fille, le potentiel auditif sur l'oreille droite n'est pas utilisé totalement, ainsi que sur l'oreille gauche. Si on regarde sur le plan psychologique, je dirais, la relation vous voyez, à gauche, c'est donc l'oreille droite. Ça va représenter le père, l'oreille gauche, la mère. Ce qu'on peut voir, c'est que tout ce que lui dit son père, elle ne peut pas le supporter, et elle-même, elle est agressive avec son père. Comment on peut le voir? Simplement parce que la courbe osseuse est au-dessus de la courbe aérienne. Et c'est comme si le nerf auditif était à vif. Et donc, il n'y a pas de protection possible.
voilà le résultat que j'ai obtenu. Ça a été un beau résultat, puisque vous voyez que si vous comparez la courbe osseuse parfaite, je veux dire, le test auditif parfait en dessous avec son résultat à elle, vous voyez qu'elle a récupéré pratiquement son oreille droite. C'était quelqu'un qui, couchait sur son oreille gauche, lorsqu'on lui parlait, ne comprenait pas ce qu'on lui disait. Il reste quand même des conflits avec le papa qui ne sont pas résolus en tous les cas. Et quand on voit aussi la courbe aérienne, la courbe de l'oreille gauche, on voit beaucoup de croisements et c'est très tendu avec la mère. Alors, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'il y a une répartition aussi du corps. Si vous voulez, quand on prend le test auditif, quand on est à 125 Hz, ça représente le bassin, les pieds, les organes génitaux. Lorsqu'on est à 125, à 250, ça représente la jonction bassin-lombe, le genou, le côlon. À 500, on est à la jonction dorso-lombaire. À 1000, on est à la région médio-dorsale et à l'estomac. 1002, 1003, on serait aux alentours du cœur. 1005, ça représente D6, on est à la partie dorso-cervicale. 2000, la région cervico-occipitale. 3000, 4000, on est au niveau du crâne, enfin de la dernière, de la première cervicale. Et après, on est au-dessus du crâne. Alors, dans le même moment, avec le même matériel, j'avais une autre adolescente de 14 ans dont voici le premier test. On voit aussi une sélectivité qui est fermée sur l'oreille droite et sur l'oreille gauche. On voit que la courbe aérienne là, est en dessous aussi de la courbe osseuse. On se trouve avec deux adolescentes qui sont assez sensibles aux remarques des parents. Et ce qui m'avait beaucoup étonné, c'est que finalement, sur cette jeune fille, je n'ai pas eu de résultat. Le matériel était absolument le même. Elles faisaient leur cure en même temps. Vous voyez, c'est la même jeune fille. Bon, la sélectivité s'est ouverte, mais on a toujours la courbe osseuse qui est au-dessus de la courbe aérienne. Je vais vous parler de ce test-là après. Je ne vous ai pas parlé de l'oreille électronique et de ce qu'a fait Tomatis. Juste avant Tomatis, il y a quelqu'un qui s'appelle Georges Kertan, qui lui a été musicien, était aussi interloqué par le fait que ses élèves avaient des gros problèmes de lecture, de notes. Donc il a essayé par la musique aussi de résoudre leurs problèmes. Bon, c'était très difficile parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'électronique. Donc lui s'est dirigé vers l'œil, et donc à partir de ce qu'on appelle le diploscope, il a créé toute une méthode, mais qui travaille exactement de la même manière, qui essaie de soigner exactement de la même manière les personnes, en travaillant sur les 3 plans de l'individu. Et cette méthode-là n'est pas tellement connue, pas tellement développée, mais est très très intéressante, assez longue, parce que vous devez travailler 2 fois une demi-heure par semaine avec un appareil, avec cet appareil, le diploscope, qui est simplement, c'est très simple. Vous avez une tige en fer comme ça, une autre horizontale. Vous mettez votre nez ici, et juste en face, vous avez un écran où il y a 2 trous, 3 trous et 2. Et derrière cet écran, plus loin, vous avez un support pour mettre des lettres ou des couleurs. Et comme vous avez une vision binoculaire, vous voyez 3 trous, 4 et 3. Sauf que des fois, vous n'arrivez pas à tenir l'image, quoi.
Et donc, il faut prendre des points d'appui pour essayer d'obtenir la même image. Et ça, c'est donc Cartan, c'était un peu avant Tomatis. Bon, Tomatis, quand il a commencé à s'occuper des chanteurs, il a essayé de développer un appareil pour pouvoir les soigner. Cet appareil, ça a mis un certain temps. C'était quand il a commencé à s'apercevoir des scotomes auditifs, c'était en 1947. Donc ça a mis un certain temps avant de développer l'oreille électronique. Alors le principe de l'oreille électronique, qu'est-ce que l'oreille électronique? Bien, en fait, vous imaginez deux amplificateurs, que vous voyez le C1 et le C2, et un amplificateur, pardon, et puis vous avez la partie C1 et le C2, et vous avez une bascule électronique. Que fait la bascule? Elle fait passer de la partie C1 à la partie C2, la partie C1 étant réglée avec éventuellement beaucoup d'aigus, et la partie C2 avec des graves. En faisant ce passage qui est aléatoire, qui dépend de la musique, je vais vous en faire écouter après de la musique filtrée, on muscle les deux muscles de l'étrier et du marteau dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et donc, en fait, il y a après un processus découvert par Tomatis, c'est le fait de filtrer à peu près une trentaine de séances. On filtre petit à petit la musique et on arrive à une musique filtrée à 8000 Hz, que je ferai écouter à la fin. Cette musique filtrée à 8000 Hz, on la garde très longtemps et après, on va défiltrer pour finir la cure, en fait. Bon. Qu'est-ce qui se passe? C'est que ce qu'on peut observer, c'est que les personnes, quand on leur demande de dessiner, ils dessinent des choses qui sont en rapport avec l'eau. Et donc, des piscines, des contenants, des poissons, tout ça. Pour Tomatis, c'est ce qu'on appelle le retour sonique. Le retour dans le ventre de la mère et dans ce que l'enfant entend dans le ventre de la mère. Pourquoi il pense que l'enfant... en fait, ce qu'il pense, c'est que l'enfant filtre le plus possible les sons qu'il entend parce que ce serait invivable pour lui. C'est vrai que toutes les femmes qui enceintes vont à un concert où il y a des trombones ou de la grosse caisse, tout de suite l'enfant il se met à bouger, il sent physiquement les choses. Donc on fait ce retour sonique et on fait après ce qu'on appelle l'accouchement sonique, c'est-à-dire qu'on défiltre. On utilise, quand on n'a pas la voix de la mère, on utilise Mozart. Des concertos Mozart que je vous ferai écouter. J'avais moi des voix, mais elles étaient de plus de bonne qualité, les bandes sont pas bonnes, donc je ne vous ai pas mis quelque chose de mauvais. Mais on filtre, et quand on a la voix de la mère filtrée à 8000 Hz, on ne se rend pas compte que c'est la mère, parce qu'on entend comme ça, vous voyez, la parole est complètement effacée. Ici, vous avez un cas. Comme je n'ai pas mis les noms, je vais me retrouver. Voilà. C'est le test d'un professeur de saxophone et qui avait une Mercedes en plus à l'époque. Les Mercedes diesel qui produisaient des infrasons qui détruisaient l'oreille. Donc cette personne commence à avoir des difficultés lorsqu'elle se trouve dans une réunion de famille. Parce que vous voyez que tous les aigus de l'oreille droite se sont cassés la figure. Alors là, il y a eu scotomes auditif à 4000 Hz, et puis après, destruction des cellules aiguës. Comme cette personne n'a pas fait la cure régulièrement, on n'a pas obtenu un gros résultat. Mais voilà ce que fait le saxophone quand on en fait trop, sans se protéger. Vous aurez la même chose avec les autres instruments. Alors, cette personne a des sifflements,
Elle, c'est... Ah oui, voilà, ça c'est une personne qui a... vous voyez, le premier test sur l'oreille droite est meilleur que en dessous, là. Euh, En fait, quand il est venu pour le deuxième test, il avait des sifflements. Et là, vous avez le résultat de l'absorption de kanamycine et de streptomycine, destruction des aigus. Ça, c'est quelqu'un qui a fait du tir sans se protéger. C'est à peu près le même résultat que l'autre personne, vous voyez. Là, c'est un cas que Tomatis m'a envoyé parce que cette personne, enfin moi, je n'avais pas les compétences médicales pour le soigner, mais comme cette personne habitait près de chez moi, il est venu faire la rééducation chez moi et il était suivi en même temps par Tomatis. C'est le cas de vertige de Minière. Vertige de Minière qui atteint surtout les canaux semi-circulaires que vous avez au niveau de la vésicule labyrinthique. Et donc là, vous voyez que sur le premier test, la première ligne, vous avez un niveau qui est à peu près correct pour l'oreille droite et l'oreille gauche est bonne. Enfin, est mauvaise, mais ça va. Et là, en dessous, quand vous regardez, là, il est venu, il avait des vertiges, et vous voyez qu'il y a une perte auditive sur l'oreille gauche et un déséquilibre entre les deux oreilles. C'est très difficile à maîtriser. Moi, je sais que cette personne n'a pas réussi avec la méthode Tomatis à régler son problème. Je l'ai rencontré très longtemps après. Il a été obligé de vivre avec ce problème. Et que ce soit Tomatis ou autre, bon, dans d'autres cas, ça peut fonctionner, mais pas là. Ça, c'était un cas assez extraordinaire. J'ai eu en rééducation le fils de cette dame. Et en 3 semaines, le problème a été réglé. C'est-à-dire qu'on faisait 3 heures d'écoute par jour. Et au bout de 3 semaines, ce petit garçon qui avait 7 ans, qui était en retard de langage, avait un gros problème d'équilibre. Et un gravier, et hop, il tombait. Au bout de 3 semaines, ses parents pouvaient le laisser devant eux, marcher. Et vraiment, c'est un problème qui a été totalement résolu pour lui. Il était toujours en retard de langage. Mais quand j'ai fait le test de la maman, j'ai été complètement étonné parce que c'est une femme qui avait eu des problèmes. Enfin, disons qu'elle était mariée avec quelqu'un qui était plus ou moins impuissant, qui avait réussi à lui faire un enfant qu'elle a failli perdre à 3 mois, c'était ce petit garçon. Et malgré tout, donc, elle réussit à avoir ce petit garçon. Mais c'est une femme qui se plaint de ne pas que les autres personnes ne lui parlent pas. Et quand j'ai fait ce test, j'étais absolument sidéré de voir qu'à 1500 Hz, eh bien, elle est sourde. Et en fait, sur les deux oreilles, cette femme-là, dans la partie relationnelle, elle est sourde. Donc c'est elle, le problème vient d'elle, il ne vient pas de l'extérieur. Voilà ce qu'on entend à 8000 Hz.
Voilà de la musique filtrée à 8000 Hz. Donc là, on est en plein dans le ventre de la mer, d'après Tomatis. Alors, maintenant, Tomatis s'est intéressé aux langues. Voilà le schéma de la langue anglaise. Vous remarquez que vous avez beaucoup de fréquences entre toutes les sifflantes, tout ça, entre 2000 et 12000 Hz. Donc la langue anglaise, les formants sont bien sûr en dessous, mais vous avez beaucoup de fréquences aiguës. Et vous allez voir que donc la langue allemande, qui est placée entre 2000 et 4000, enfin un peu moins. Ouais. L'espagnol, vous voyez les formants qui sont dans grave, il y a peu d'aigus. Et puis à la fin, la langue française, avec entre 1000 et 3000. Si on regarde maintenant les Slaves, les Slaves ont une oreille qui est totalement ouverte entre 0 et 10 000, ce qui leur donne beaucoup de facilité pour apprendre des langues étrangères. Nous avons du mal à apprendre l'anglais simplement parce qu'il est beaucoup dans l'aigu au-dessus de nous. Alors, je vais essayer de vous faire écouter maintenant le chant du coq, c'est en rapport avec ce qu'on vient de faire. Bon, maintenant, vous avez le sonogramme du chant du coq. Et vous voyez ce que je disais tout à l'heure, hein, les harmoniques, vous voyez le formant ici et là, et vous voyez les harmoniques qu'il y a pour ce chant du coq. Ça va très haut, ça va à 15 000 Hz. Ça devrait bon. Alors, c'est très intéressant de voir que le chant du coq va loin dans la campagne. Que doit faire un chanteur d'opéra? Il doit essayer de placer sa voix de manière à avoir un maximum de fréquences aiguës entre 2000 et 4000, voire au-dessus. Voilà. Et donc, pour pouvoir passer au-dessus de l'orchestre, bien sûr. Je crois que je vous ai à peu près tout dit. Hein. Oui, je crois que je vous ai à peu près tout dit. Si vous avez des questions, allez-y. Oui, dans les automatismes, il y a soit la voix de la mer, soit du chant de Mozart, la musique de Mozart écrite avant l'âge de 11 ans. Alors pourquoi avant l'âge de 11 ans ça a des effets positifs sur des soins, alors qu'après apparemment il y en a beaucoup moins. Et puis il y a aussi le chant grégorien, oui, majoritairement parlant. Voilà. Alors quels sont les grands principes de ces trois axes? Alors la voix de la mer est bien sûr préférentielle pour utiliser pour la méthode. Pourquoi avant 11 ans c'est une grande question. Je ne saurais pas répondre. Alors, ce qu'il faut voir après pour le grégorien. Pour Tomatis, la peau est un morceau d'oreille différenciée. C'est-à-dire qu'on écoute aussi avec la peau. Alors, il cite le cas de bègues qu'il a essayé de soigner, dont je n'ai pas parlé. Les bègues, a priori, d'après Tomatis, reçoivent l'impulsion, sont gauchers. Oui, ça c'est vraiment quelque chose que j'ai oublié de dire. C'est qu'en fait, on essaie, avec la méthode de Tomatis, de latéraliser à droite. Pourquoi à droite? Parce que le feedback nous permet d'avoir une locution qui est beaucoup plus rapide. Pourquoi? Parce qu'on fonctionne en croisée. Donc l'oreille droite va stimuler le cerveau gauche. A priori, les bègues seraient des gens qui auraient une oreille gauche directrice, qui enverrait donc l'impulsion sur le cerveau droit, et par l'intermédiaire du corps calleux, il y aurait une perte de temps qui est estimée, d'après Tomatis, à 0,15 secondes pour le français et 0,20 secondes pour l'anglais. Alors, ce qui se passe avec le grégorien, c'est que d'après Tomatis, la pince pouce-index est très importante.
C'est intéressant de voir d'ailleurs que pour les enfants qui ont des problèmes d'écriture, cette pince pouce-index, certains ne peuvent pas la voir. Ils sont toujours en train de compenser. Alors là, ce serait un autre domaine. Il faudrait repartir après dans l'inhibition des muscles primitifs, notamment le muscle du labyrinthe, qui permet à l'enfant soit de se replier comme ça en fœtus, ou soit de se mettre comme ça pour pouvoir naître. Et vous remarquerez, enfin moi je pourrais vous montrer des photos d'ailleurs de mon petit-fils, qui vers les 6 mois passait son temps à se courber comme ça vers l'arrière, et qui en fait était en train d'inhiber ce muscle du labyrinthe. Et si les enfants inhibent pas les muscles primitifs, ils se trouvent dans des moments à compenser et avoir des tensions musculaires qui les empêchent de bien recevoir le message ou alors de bien écrire. Vous voyez des enfants, par exemple, qui sont en train d'écrire avec une jambe qui est passée sous l'autre jambe. Donc ça, c'est des situations de compensation. Alors pour revenir à cette pince pouce-index et la manière dont on utilise le grégorien ensuite, le grégorien va être utilisé pour peut-être calmer l'individu, pour notamment en relation avec la cohérence cardiaque, pourquoi pas. Et ensuite, ce qu'on fait, c'est de la lecture sous oreille électronique avec un micro. Mais si on n'a pas de micro, et si on le fait chez soi, on le fait comme ça, en faisant un micro avec la pince pouce-index, qui est importante pour timbrer, en fait, pour timbrer la voix, pour que la voix aille plus loin. Voilà, j'ai répondu. J'ai une question, pardon, elle est un peu personnelle, mais elle peut être généralisable. Je suis un gaucher contrarié. D'accord. J'ai bégayé. D'accord. Et je suis sourd. Enfin, j'ai une grosse perte d'audition. Et j'ai plus de 68 ans. J'ai passé toute ma vie à penser que la perte d'audition était due aux amplis de guitare quand j'étais jeune, mais probablement, enfin, il y a peut-être une recherche à faire par rapport à ce que tu viens de nous dire là sur les liens qu'il y a entre le gauchisme, non, le fait d'être gaucher et l'écoute de la peau. C'est intervenu aussi. Enfin bon, merci. Ouais. Oui, je ne saurais pas répondre, mais est-ce que là, ton oreille, elle diminue toujours? Oui, et ça fait quelques années qu'elle diminue, qu'elle a diminué. Ouais. Et là, je n'avais jamais fait le lien entre le gaucher, ouais. la contrariété du gaucher et la surdité. Alors, il faut faire attention avec les histoires de latéralité. C'est extrêmement compliqué. Vous pouvez avoir des gens qui sont droitiers de la main, gauchers du pied, droitier de l'œil. Il y a des gens qui jouent au ping-pong avec la main droite et qui vont aller jouer au tennis avec la main gauche. Enfin, c'est extrêmement compliqué. Hein, extrêmement compliqué. Alors, ce que vous pouvez remarquer aussi, c'est comment parlent les gens. Vous regardez, il y a des gens qui parlent à droite, d'autres qui parlent à gauche. En général, les gens qui parlent à gauche vont avoir un débit vocal qui va être beaucoup plus lent. Il y a des gens qui parlent au centre. Et donc, vous voyez, c'est tellement compliqué, quoi. Tellement compliqué. Voilà. Bon, je ne sais pas si vous avez... Merci. Merci pour cette belle C'était une séance. première pour moi, une conférence sur somatisme. Alors, il y a peut-être des manquements, vous n'avez peut-être pas tout compris, mais voilà. Non, mais il y a de quoi faire la synthèse. Donc, merci beaucoup pour ça. Merci pour ce partage.